Brazzaville a abrité un important sommet pour la mobilisation des bailleurs internationaux afin de rendre opérationnel le Fonds bleu pour la préservation du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète. En visite en Égypte, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a mené au Caire des entretiens, notamment avec le président Abdel Fattah al-Sisi, sur les dossiers libyens, syriens ou encore palestiniens. Et puis le président des Comores, Azali Assoumani, a annoncé coup sur coup une réforme des institutions et une probable élection présidentielle anticipée dès 2019, un scrutin auquel il entend bien se présenter. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité un important sommet sur la Commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo. Un sommet marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent et qui avait pour objectif de mobiliser les bailleurs internationaux afin de rendre opérationnel ce Fonds bleu pour la préservation du deuxième poumon écologique de la planète. Reportage. Ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Brazzaville intervient une année et demie après le lancement de l'initiative du Fonds bleu par le Congo à l'occasion de la COP22 à Marrakech au Maroc. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par une douzaine de pays en mars 2017 en terre congolaise. Tous les dirigeants des pays concernés se proposent d'adopter une position commune pour la préservation de l'environnement, mais aussi de définir les projets dits intégrateurs de développement et de mobiliser des financements auprès des bailleurs en vue de leur réalisation. Malgré l'envergure et la complexité des défis, en ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Les projets du Fonds bleu portent entre autres sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement de la pêche. Je pense en particulier à l'amélioration des voies de navigation intérieure, à l'aménagement des ports secondaires, au développement de la pêche durable, à la lutte contre la pollution des cours d'eau et au renforcement de l'irrigation dans la perspective de l'amélioration de la productivité agricole. Cette nouvelle économie de l'eau et autour de l'eau sera le moteur du développement. Nous devons ainsi innover et créer des mécanismes qui identifieront et mobiliseront les ressources financières. Il nous faut convaincre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, publics ou privés. Le Fonds bleu entraînera nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables de soutenir les économies des États membres. Une signature de nouveaux accords bilatéraux a sanctionné les échanges. La dernière visite du souverain marocain au Congo remonte à 2006. Au Maroc, quelques centaines de jeunes se sont rassemblés dimanche à Casablanca. Ils répondaient à l'appel de l'organisation non gouvernementale Greenpeace dans le cadre d'une action contre les énergies fossiles. Les images. C'est une manifestation contre les énergies fossiles. En tout, ils étaient plusieurs centaines de jeunes Marocains à se rassembler dimanche à Casablanca à l'appel de l'ONG Greenpeace en vue d'une action contre les énergies fossiles. Les manifestants réunis en un espace ouvert devant la mosquée Hassan II ont formé une fresque humaine en forme de soleil dans le cadre d'une initiative appelée Brick Free Go Solar. Ici, on travaille également avec eux, nous les jeunes Marocains. Nous sommes des jeunes volontaires qu'on participe toujours avec eux. On a commencé cette participation durant la COP22 qui a été à Marrakech. Et après, c'était une initiation de la part, une formation de la part Greenpeace pour les fours solaires et ces choses-là. Aujourd'hui, nous, en tant que Greenpeace, on est au Maroc pour unir notre voix aux Marocains et envoyer un message au monde, aux leaders du monde, pour leur dire qu'on n'a plus le temps. Il faut maintenant aller vers les énergies renouvelables dès que possible. Et on est en train de dire, regardez le Maroc, un pays avec des moyens limités, mais avec des ambitions très grandes. Le Maroc est la preuve que chaque pays peut entamer une transition énergétique vers les renouvelables dès que possible.
Les organisateurs du mouvement ont choisi le Maroc pour sa stratégie forte en faveur des énergies renouvelables, mais aussi Casablanca, la capitale économique, en raison de la pollution qui y règne. Les organisations annonçaient entre 1000 et 2000 personnes, mais seulement quelques centaines de jeunes se sont déplacés pour le mouvement. En visite en Égypte ce week-end, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a mené au Caire des entretiens, notamment avec le président Abdel Fattah al-Sisi, sur les dossiers libyens, syriens ou encore palestiniens. La question des droits de l'homme en Égypte a été également abordée avec le président égyptien. Les détails. Arrivé samedi soir au Caire, Jean-Yves Le Drian a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que son homologue Sameh Choukri et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit. Le chef de l'État égyptien et le chef de la diplomatie française ont évoqué le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales, dont les développements sur la scène libyenne. Les deux hommes ont noté qu'un progrès relatif a été réalisé en Égypte, ce qui nécessite la tenue d'élections avant la fin de l'année. Où le processus politique doit aller de l'avant, suivant la feuille de route fixée par le représentant des Nations Unies, M. Salamé, c'est-à-dire faire en sorte que le processus électoral, qui est le processus indispensable, puisse se faire d'ici la fin de l'année. Le conflit israélo-palestinien et la guerre en Syrie ont également été évoqués lors des échanges. En outre, la question des droits de l'homme en Égypte a été soulevée. À chaque fois que je rencontre le président Sisi, je parle des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de répondre à cette même question ici même lors de mon entretien précédent. Le président Macron aussi. Nous en parlons avec clarté et avec confiance, et ça a été encore le cas assez longuement cet après-midi. Le régime du président Abdel Fattah al-Sisi est régulièrement montré du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent des violations des libertés individuelles et la répression des opposants. Le président des Comores, Azali Assoumani, a annoncé coup sur coup une réforme des institutions et une probable élection présidentielle anticipée dès 2019, un scrutin auquel il entend bien se présenter. Plus de précisions à travers cet élément. Élu en 2016 pour un mandat non renouvelable de 5 ans, Azali Assoumani, un ancien putschiste, a d'abord dévoilé samedi soir la tenue en juillet d'un référendum constitutionnel destiné à modifier l'organisation des pouvoirs publics, dont vraisemblablement la présidence. Je propose un processus de modification de la Constitution pour assurer la stabilité et le développement du pays, a-t-il déclaré lors d'une allocution radio-télévisée. Dès le lendemain, il a profité d'une visite de terrain à Anjouan, une des 3 îles de l'archipel de l'océan Indien dont il est originaire, pour évoquer la tenue d'élections anticipées. Le chef de l'État a indiqué que si le référendum sur les modifications constitutionnelles était approuvé, il y aurait une série d'élections et qu'il serait lui-même candidat, a confirmé lundi un de ses conseillers. Il n'y a pas de doute, il faut s'attendre à une nouvelle élection présidentielle, a-t-il ajouté sous couvert d'anonymat. Une source proche du palais présidentiel de Beit Salam a confirmé que ce scrutin aurait probablement lieu dès le premier trimestre de l'année prochaine. Lors de son discours samedi soir, le chef de l'État n'a donné aucun détail sur la réforme institutionnelle qu'il envisageait. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays et d'assurer un meilleur avenir à notre peuple, a-t-il déclaré. Mais il a précisé qu'il souhaitait mettre en œuvre les recommandations des assises nationales qui se sont tenues à Moroni en février pour tirer le bilan des 43 ans de l'indépendance de l'archipel de l'océan Indien. Cette réunion s'était notamment prononcée sur une réforme des institutions du pays, dont celle de la présidence tournante entre les 3 îles qui forment l'Union des Comores, Anjouan, Grande Comore et Moélie. Ce mécanisme complexe mis en place par la Constitution de 2001 a stabilisé l'archipel, secoué par des crises séparatistes et plusieurs coups d'État, dont le dernier remonte à 1999 et avait porté au pouvoir Azali Assoumani. Au Malawi, l'ex-présidente Joyce Banda a fait certaines déclarations au lendemain de son retour d'exil. Dans ces déclarations, elle a démenti toute implication dans le scandale de corruption qui a été justement à l'origine de cet exil. Reportage. Devant 3000 partisans de son parti populaire, réunis dans son village de Domassi, dans le centre du pays, l'ex-présidente Joyce Banda a démenti ce dimanche
toute implication dans le scandale de corruption à l'origine de son exil en 2014. C'est moi qui ai procédé aux arrestations et c'est moi qui ai lancé l'audit et le rapport de l'audit est un document public en ligne et le directeur du bureau anticorruption a dit que je n'étais pas impliqué. J'ai un certificat d'Interpol après 9 mois de recherche qui dit que mon nom n'y figure pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Première femme à la tête du Malawi, Joyce Banda s'est refusée à répondre ce dimanche aux appels de ses partisans qui la pressent de se présenter à l'élection présidentielle prévue dans 1 an. Elle a renvoyé à plus tard l'annonce d'un éventuel retour en politique. Par ailleurs, la police a délivré en 2017 un mandat d'arrêt contre Joyce Banda qui n'a toutefois pas été inquiétée ce samedi à son retour. En Ouganda, 2 hommes ont été abattus le week-end écoulé par les forces de police. Elles en ont arrêté plusieurs dizaines d'autres et libéré une centaine de femmes et d'enfants. C'était au cours d'un raid mené suite à la découverte d'un centre de radicalisation dans une mosquée de Kampala. Voici les images. La police ougandaise a découvert un centre de radicalisation dans une mosquée de Kampala vendredi. Un pur hasard puisque la police est tombée sur ce centre alors qu'elle poursuivait un individu soupçonné d'être impliqué dans un enlèvement et un meurtre commis cette année jusque dans la mosquée Ousafi de Kampala. La tension est vite montée. Une fusillade a éclaté faisant 2 morts. 36 personnes accusées d'avoir stocké des armes ont été arrêtées. Un policier a été blessé et 18 femmes ainsi que 94 enfants retenus à l'intérieur de la mosquée ont été libérés. The Uganda Police Force, in a joint operation with the sister security agencies, La police ougandaise a mené cette opération dans la mosquée Ousafi de Kiseni à Kampala où 18 femmes et 94 enfants de différentes nationalités ont tous été sauvés sains et saufs. 2 des preneurs d'otages ont été tués par balle après avoir violemment et grièvement blessé l'un des agents de sécurité. and severely injuring one of the security officers. L'homme que la police pourchassait dans la mosquée a été arrêté et placé en détention. Les liens éventuels entre ce suspect et ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la mosquée continuent à faire objet d'investigation. Selon la police, les hommes arrêtés étaient en possession de 23 machettes, 60 balles, d'un arc et d'une flèche. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement et la détention illégale de femmes et d'enfants originaires de divers pays d'Afrique de l'Est. Direction la République centrafricaine où se tiendra un atelier international de maîtrise d'œuvres urbaines. Les assises auront lieu du 29 juin au 10 juillet 2018 dans la capitale Bangui. Les préparatifs sont en cours. On fait le point avec Hubert Marie et Djamani. En prélude à cette rencontre, une réunion regroupant les maires des 8 arrondissements de la capitale et des communes environnantes ainsi que des hauts cadres du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat se tient à Bangui. Participe aussi à cette concertation présidée par le maire de Bangui, le conseiller à la coopération de l'ambassade de France et une équipe des ateliers de Cergy, partenaire du projet. Nous organisons plutôt un processus collectif de travail. Et c'est justement ça qui est intéressant à organiser à Bangui, rassembler les acteurs, écouter la diversité des réalités, la diversité des quartiers et les faire travailler ensemble pour construire des stratégies sur le long terme. L'atelier international de maîtrise d'œuvres urbaines vise à favoriser un développement harmonieux, innovant, créatif de la ville intégrant court terme et prospective. C'est une démarche novatrice. Ce n'est pas une démarche qui est calquée sur ce qui est l'habitude d'être fait. C'est une démarche vraiment novatrice. L'atelier de Cergy de Bangui se propose d'étudier le Grand Bangui. Depuis sa création en juin 1889, la ville de Bangui n'a cessé de connaître une croissance spatiale et démographique. Cet accroissement urbain rapide
et mal maîtrisée pose à la municipalité plusieurs défis à relever en termes de fonctionnement, gestion des infrastructures urbaines et environnementaux. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.